Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de sociétés secrètes, d'universités, de présidents américains, de piraterie, des Templiers et de bien d'autres choses. Cela va être passionnant. A tout de suite après le Histoire, philosophie et politique, car tout est politique dans la vie. Histosophienne, histosophien, bienvenue. Donc je vais commencer par vous présenter un petit peu cette université. Yale, qui a été fondée en 1701 et qui est la deuxième université la plus riche au monde avec un budget de 25-30 millions de dollars. Alors cette université a pour devise Lux et Veritas, la lumière et la vérité. Ça ressemble beaucoup à quelques sociétés secrètes, comme celle de Madame Blavatsky, entre autres. Alors, Yale, je ne vais pas à proprement vous parler de l'université, mais je vais vous parler d'un de ces sites, le Sterling Memorial Library. Alors le Sterling Memorial Library, c'est une librairie immense qui contient des vieux livres, des livres rares, et qui a été conçue par Monsieur Sterling dans les années 30-31, et c'est une... alors, tout Yale est assez magnifique, hein, c'est du néo-baroque avec une touche de Bauhaus, et des années 30, donc vous avez un style tout à fait art déco. C'est des très beaux bâtiments, hein. Je pense que l'art déco des années 30, avec le futurisme en Europe, bien sûr, l'art architectural, à proprement parler, s'est arrêté à cette époque-là. Après, on a construit plus ou moins de la merde, si je peux me permettre. Bon, bien sûr, il y a quelques immeubles pas mal, mais bon, ce que je vais vous montrer, vous allez comprendre la différence. Alors, cette université, elle a également des sociétés secrètes, comme les Skulls and Bones, dont on va parler. Vous savez, les Skulls and Bones, c'est là où étaient W. Bush et Kerry, deux grands opposants dans la vie politique, mais des frères Skulls and Bones. Alors, cette université est donc assez fantastique. Elle forme les élites des États-Unis, bien sûr, mais également elle regorge d'œuvres d'art et dont un magnifique bas-relief que nous allons étudier ensemble. Je vais vous l'expliquer parce qu'il regorge d'énormément de symboles, de symboliques extrêmement intéressantes. Alors je rentre dans la partie historique. Donc le Sterling Memorial Library, c'est une bibliothèque, comme on dit en français, 1930-1931, style néo-gothique, financé par Monsieur Sterling, un avocat, ancien élève de Yale, bien évidemment, de 1864. Alors, l'architecture a été faite par un monsieur qui s'appelle James Gamble Rogers, architecte renommé, et par un sculpteur également extrêmement renommé. Vous voyez à peu près la beauté. Alors je vais vous faire un petit panoramique là vite fait de ce magnifique fronton que nous allons étudier effectivement ensemble de la gauche vers la droite. Voilà, alors je vais vous dire quelques mots sur cette construction. Donc l'architecte a intégré divers symboles et motifs décoratifs dans le bâtiment. Vous voyez tout de suite un bateau phénicien qui saute aux yeux, une svastika, une rune, un aigle un petit peu impérial, à gauche des hiéroglyphes, et plus à gauche encore des motifs préhistoriques avec un homme de Cro-Magnon en bas. Bon, on va y revenir après. Alors le contexte historique, hein. Aujourd'hui, on est quand même un petit peu sidéré de voir une svastika, c'est-à-dire une croix gammée inversée, et une rune juste en dessous de l'aigle. Une rune qui s'appelle Alghiz. Alors la rune Alghiz provient de l'alphabet
runique utilisée par les anciens peuples germaniques et nordiques. Elle est souvent associée à la protection, à la défense, à la connexion avec les divinités. Bon, la svastika, c'est un symbole de chance, comment dire, c'est un symbole avant tout de bonheur, de paix, de prospérité, de bien-être qui a été inclus. Et les deux ensemble donnent quelque chose d'assez fort. Hein. Dans le contexte de l'architecture néo-gothique de Sterling Memorial, l'inclusion de la rune algiz aux côtés du svastika, enfin d'un svastika, reflète une utilisation de symboles anciens pour leur signification positive et protectrice. Donc ça protège l'université. James Gamble Roger, donc l'architecte, a intégré ces motifs pour enrichir le bâtiment, bien évidemment, également d'un point de vue esthétique, bien sûr. Alors, je vais vous parler un petit peu du sculpteur qui a fait ce magnifique travail. Et d'ailleurs, il a fait beaucoup d'autres magnifiques œuvres, hein, ce monsieur. Je vous invite à les regarder un petit peu sur Internet. Il s'appelle René-Paul Chambelin. Il a vraiment fait des choses magnifiques. Je vais vous en montrer un peu dans le style aussi un peu futuriste. Hein, je vais vous mettre quelques exemples. Voilà une de ses œuvres ici. Vous voyez, un homme un peu moderne qui se détache, qui tient le soleil, intéressant. Ici, une autre de ses œuvres. Alors, un petit instant. Voilà, par exemple, là, une sorte de lutin soutenant un mur, etc. Alors, toujours avec des mélanges un peu perses, babyloniens. Hein. En tout cas, c'est tout à fait magnifique. Je vais vous en montrer un dernier. Ça vaut la peine. Moi, je trouve ça. Moi, j'aime bien, si vous voulez, l'art déco, le futurisme, etc. Donc, allez voir ma vidéo sur le fascisme. Voilà, par exemple, cette magnifique scène hein, d'un homme futuriste, dynamique, dans une dynamique qui va vers l'avant, qui a un porte-étendard, a priori. Voilà, donc ça, c'est très, très, très futuriste dans le style. Très beau, à mes yeux. Alors, voilà, ça, c'est René-Paul Chambelin, qui est un très grand sculpteur. Hein, bah, vous voyez, c'est quand même de la grande qualité. C'est assez magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre rapidement sur ce fronto? Alors, l'histoire, bon, moi, je ne vais pas vous faire l'histoire de Yale, ni de l'histoire des sociétés secrètes ou de cette bibliothèque. Hein, ça, je vous ai donné un petit peu les dates de construction. Ça date des années 30, donc ça date d'avant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Alors, le svastika est un symbole, allez voir ma vidéo sur le sujet, est un symbole qui était très répandu à l'époque. Alors, nous avons sur la gauche, vous voyez, des représentations d'animaux préhistoriques avec l'homme de Cro-Magnon en dessous qui peint une grotte, hein, comme la grotte de Chauvet, etc. Donc ça, c'est en fait, on va voyager dans l'histoire avec ce fronto. Donc là, on commence à la période préhistorique et les premiers arts qui apparaissent, notamment dans le sud de la France, avec Chauvet, mais bien d'autres grottes, Lascaux, bien sûr, etc. Donc, et là, on a des périodes ici avec les animaux préhistoriques. On a des périodes, si vous voulez, de différentes époques préhistoriques. L'Aurigatien, par exemple. Ensuite, on a une sorte de la caverne de Pindal en France. Ensuite, on a la caverne de Lamarie de Teja en Dordogne, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, après, on a aussi des chevaux. Voilà, donc c'est intéressant. Ensuite, on tombe dans une autre période qui vient après. C'est celle de l'Égypte. D'ailleurs, je vais vous le mettre un petit peu comme ça, voilà. Celle de l'Égypte que vous voyez ici avec des hiéroglyphes. Alors, je ne vais pas vous les traduire, j'en serais bien incapable. Mais ça dit en gros, est-ce que j'aime plus ces livres de connaissances que ma mère? En fait, en gros, c'est la déesse mère qui donne la connaissance. Hein, c'est à peu près ça que ça veut dire. Vous voyez en dessous des hiéroglyphes le sculpteur qui fait égyptien qui fait des hiéroglyphes. Vous avez ensuite tout à fait à sa droite une représentation d'un lion babylonien. Alors babylonien, assyrien, hein, ce lion ailé, hein, une sorte de sphinx bien sûr, qui représente également la puissance, la sagesse, etc. Donc le lion babylonien.
Et au-dessus, vous avez le bateau phénicien. Alors le bateau phénicien, c'est intéressant, hein. On sait que les Phéniciens sont allés très très loin, parce que dans ma dernière vidéo, je parlais de l'âge du fer et du bronze. Les Phéniciens, c'est eux qui allaient chercher l'étain jusqu'en Pays de Galles, Écosse, etc. Et les Phéniciens ont probablement, enfin, leurs descendants, hein, carthaginois, ont sans doute atteint l'Amérique. On en parlera après dans la partie un peu plus philosophique. Alors, au-dessus de ce bateau phénicien, eh bien, vous avez là cette très remarquable représentation d'un svastika et de cette rune germanique. Alors, c'est quand même très intéressant que l'architecte a voulu mettre ces runes en haut. Donc, dans une symbolique, les éléments les plus importants sont toujours en haut. Et ces deux runes associées, le svastika, qui est la rune de la prospérité, avec la rune algise, qui est la rune de protection, hein, avec les flèches, mais aussi un signe de puissance, un peu phallique, d'ailleurs comme un linga, un peu. Et ces deux runes associées, c'est pour porter chance et protection à cette université qui est un centre de savoir de la déesse mère qui a donné le savoir aux hommes. Hein, chez les catholiques, c'est la Vierge Marie, parce que les catholiques sont des païens, même s'ils ne le reconnaissent pas. Ils ont gardé en eux un côté indo-européen, païen, avec la Trinité, les trois dieux indo-européens, les trois classes indo-européennes, qui existent toujours bien évidemment en Inde. Mais chut, chut, hein, ils ne vous le diront pas. Alors au-dessus, le symbole impérial, cet aigle qui regarde sur votre droite, avec dans ses serres deux serpents, deux nagas peut-on dire, c'est un peu le Garuda de la mythologie indienne, des Védas anciens. C'est un signe de puissance et de contrôle, c'est-à-dire que c'est l'impérial contrôle, la puissance contrôle les serpents, qui sont des symboles de connaissance également, le serpent, mais d'une connaissance qu'il faut contrôler, d'accord? Le serpent, c'est aussi le signe qu'il y a chez les médecins, parce que c'est la connaissance, mais c'est une connaissance qui est régie et dominée par le bon sens et la puissance de l'aigle impérial. D'ailleurs, il est assez beau, hein, vous remarquez qu'il a des ailes un petit peu perses, à la perse. Et voilà, donc ne vous laissez pas dépassé par la connaissance, restez toujours maître de cette connaissance dans un bon sens impérial, c'est-à-dire quelque chose d'ordonné, hein, pas chaotique. Et en dessous, juste en dessous, le svastika et la rune algise qui protège cet établissement de la connaissance. Alors tout de suite à droite, vous avez des tablettes cuiniformes. Donc ça, c'est bien évidemment le croissant fertile, les premières grandes villes, hein, l'écriture, l'invention de l'écriture, avec Sumer. Donc voilà, la connaissance absolue, les tablettes de Sumer qui sont à l'origine du personnage qui arrive après, qui est un hébreu. Sumer, la Bible est une copie des textes sumériens de Gilgamesh, par exemple, avec toutes les aventures qu'on connaît, comme le déluge, la création du monde. Bon, là, j'ai plusieurs vidéos sur le sujet, vous pouvez aller les voir. Mais voilà, dans l'ordre, donc on passe de la préhistoire à ces premiers artistes, à la considération de la mort, qui a commencé d'ailleurs assez tôt, même avec Néandertal. On est passé ensuite à l'Égypte, ce centre culturel absolu. On a les runes germaniques qui nous protègent au-dessus, indo-européennes. Alors si je reviens un petit peu au centre, en fait, tout ce volet-là du centre, un peu perse, perso-babylonien, tout ça c'est indo-européen, hein, parce que les Carthaginois, qui sont les descendants des Phéniciens, les Phéniciens sont un peuple indo-européen. C'est eux qui ont amené les runes et qui a créé et donné l'écriture plus tard avec les Hébreux. Ce contact entre l'indo-européen et l'hébreu a créé cette grande culture qui devient la Grèce après, et la culture, on va dire, occidentale, d'une manière un peu plus large par la suite, avec d'autres peuples comme les Hittites ou comme les Scythes, bien sûr.
Alors voilà, donc là nous avons à l'ère biblique, d'accord, avec cette écriture hébraïque, avec donc un des patriarches, sans doute Abraham ici. Alors d'ailleurs, si vous avez, parce que l'aigle, j'ai pas réellement réussi à l'identifier. Si jamais vous avez des informations sur cet aigle, qui n'est pas très bien décrit, parce qu'il y a un livre sur les bas-reliefs de cette bibliothèque, mais rien de bien précis sur cet aigle. Donc si vous avez des idées, des connaissances, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Donc l'épopée biblique, bien évidemment, et là au centre, c'est l'Occident. Vous voyez, ce personnage qui est écrit, c'est le savoir occidental, c'est un chrétien, c'est le chrétien occidental qui a est l'héritier de toutes ces connaissances anciennes de la préhistoire, de ces premiers artistes, grands artistes. Les peintures rupestres sont magnifiques, ils nous ont laissé des choses incroyables. Le Cro-Magnon était un homme incroyable. D'ailleurs, c'est à l'époque de Cro-Magnon en Europe que les yeux bleus sont plus ou moins apparus, que le résus négatif sanguin est apparu. Cro-Magnon est très intéressant. Alors donc là, vous voyez, cet homme, c'est le savant du Moyen-Âge, les universités en France notamment, etc. Et ensuite, vous avez l'islam, ici, représenté ici, et qui est, on va dire, l'achèvement de ce premier panneau frontaux avec un savant musulman qui est également l'âge d'or des musulmans au 8e siècle, avant qu'ils ne deviennent un peu fanatiques, était un âge tout à fait incroyable, avec de grands savants, des savants. Il y avait à Bagdad un centre culturel énorme, ils étudiaient les étoiles, la poésie, etc. Et les Arabes se sont inspirés des Grecs. Alors ici, c'est un fronton totalement dédié à, on va dire, à la Grèce et à Rome. Alors, ils ont un peu mélangé, je pense qu'il y a des messages à voir. Mais évidemment, ici, le grec, le savant grec, nous avons appris tant de choses de cette culture civilisationnelle. C'est tout à fait exceptionnel ce que les Grecs ont pu faire. Vous avez ici le symbole de Rome avec la louve qui allait les premiers Romains, les frères. Vous avez ici le symbole de la connaissance, la Minerve, le hibou. Et au-dessus, étrangement, ça c'est pareil, c'est assez intéressant, vous avez un symbole mésoaméricain, Amérique, donc Maya ou Inca. Bon, je confonds toujours les deux. Bon, il y en a un qui est beaucoup plus ancien, puis il y en a un qui est de 12-13e siècle. Je pense que c'est les Mayas. Mais je confonds toujours, donc excusez-moi si je dis des bêtises. Mais voilà, la culture sud-américaine, centrale-américaine est extraordinaire, elles aussi, avec des sites, des pyramides, des choses incroyables. Bon, j'avoue que je connais beaucoup moins l'Amérique du Sud, donc je ne vais pas m'aventurer. Et là, vous avez bien sûr la Chine. La Chine qui est... là, je vais me déplacer. Voilà, hop, parce qu'on va voir la Chine, bien sûr, un des centres culturels les plus énormes au monde. La Chine, c'est un centre culturel à elle-même, elle a rayonné. Alors, il y a l'Inde, alors il manque l'Inde ici, mais l'Inde est représentée, je dirais, à travers le côté indo-européen que nous avons ici. Alors, ils auraient pu faire, effectivement, une petite partie dédiée à l'Inde, mais je le mélange avec les indo-européens. Donc voilà, ne vous vexez pas, mes amis indiens, hindous. On ne vous oublie pas, bien évidemment, vous êtes le centre culturel majeur entre l'Occident et la Chine. Alors que la Chine, bien sûr, ici, et ici, donc, l'Amérique du Sud, Maya, Inca, etc., avec leur écriture qui a disparu, mais qui a existé. Donc, vous voyez, c'est un petit peu quand même assez extraordinaire, ce tableau qui a été fait, ce magnifique... magnifique chef-d'œuvre, bas-relief extraordinaire dans un style art déco, un peu futuriste, néo-gothique. Ce monument est tout à fait exceptionnel et magnifique. Alors maintenant, je vais rentrer un petit peu dans la partie philosophique après cette petite partie historique. Alors, il y a quelque chose, je vais vous raconter une histoire basée sur ça, parce que si vous voulez, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je vais essayer de rester un petit peu dans quelque chose de logique. Alors, je vous rappelle que Yale, c'est l'université
des Skulls and Bones. Alors les Skulls and Bones, je vais vous remettre un petit peu ici leur logo, enfin leur logo, leur devise. Donc c'est un crâne avec 2 tibias. Et ce symbole-là, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, ne serait-ce que dans les films de pirates, mais c'était également aussi, vous le savez peut-être pas, mais le symbole des Templiers, de la flotte templière. Alors c'est un symbole assez intéressant. On va y revenir un petit peu après. Alors, le fait d'avoir mis des runes n'est pas innocent. Hein, notamment ces 2 runes importantes. Alors, le svastika n'est pas à proprement parler une rune, mais associée avec la rune alghise, elle a quand même une signification forte. Et en dessous, le bateau carthaginois phénicien, hein, qui ont peut-être été les premiers à accéder, enfin à arriver en Amérique. Maintenant, on le pense, c'est tout à fait possible. Voilà, donc ces 2 symboles associés veulent dire quelque chose de très fort. Alors, dans l'historique, vous savez, la philosophie de ça, c'est quoi? C'est que tout simplement, c'est qu'en fait, il y avait des connaissances anciennes. Les connaissances anciennes sont que l'homme a toujours, entre guillemets, connu l'Amérique. Les anciens hommes de la préhistoire auraient d'ailleurs atteint l'Amérique, c'est l'hypothèse solutrienne. En France, vous avez, au sud de la France, vous avez une culture qui taillent des silex dans un style Clovis, qui est particulier et qu'on retrouve en Amérique, alors que les Amérindiens n'ont pas du tout ce style de taille, et ils auraient pu caboter à l'époque glaciaire encore jusqu'en Amérique du Nord. Bon, c'est pas tant le plus important, on a quelques traces, et c'est intéressant, mais par contre, on sait tout à fait aujourd'hui que les Phéniciens, les Carthaginois auraient pu atteindre l'Amérique, mais également, bien sûr, les Vikings, donc les Germains avec ces runes. Alors ça, c'est plus du tout une hypothèse, on sait que les Vikings ont atteint l'Amérique, hein. Éric le Rouge a atteint l'Amérique du Nord, c'est-à-dire le Vinland, ce qu'ils ont appelé le Vinland, là où il y avait des raisins, et ça va en gros jusqu'à la Nouvelle-Écosse. Et cette découverte est restée dans les annales, dans les Eddas. Hein. Les Germains, ils ont les Eddas, les Indiens, les Védas, mais c'est la même chose, c'est tous les textes anciens historiques de ces peuples, et philosophiques, culturels, et ainsi de suite. Et c'est raconté, on le sait, et lorsque les Templiers ont été chassés du royaume de France par Philippe le Bel, les Templiers, qui, je vous le redis, ont également ce symbole de la société secrète de Yale, avec la tête de mort et les 2 tibias. Hein. Ils ont le même motif pour leur flotte. Et quand les Templiers ont été inquiétés par Philippe le Bel, la flotte templière qui était au Havre a disparu. Je crois qu'il y avait quand même quelques bateaux, hein, une vingtaine. Certains sont partis en Écosse, d'autres au Portugal. Hein. Au Portugal, les Templiers ont toujours continué, hein, ça n'a jamais été arrêté. D'ailleurs, même en Angleterre, ils n'ont pas toujours été chassés. C'est surtout en France où Philippe le Bel a saisi leur fortune, ainsi que ceux au passage des Juifs, des Lombards, etc. Il avait besoin d'argent, le pauvre, il a dû se servir. Bon, les Templiers sont arrivés en Écosse, et en Écosse, l'Écosse a toujours été mélangée. Les princes écossais, et notamment des Orkneys dans le nord de l'Écosse, sont des Norvégiens, des Vikings norvégiens. La Norvège et l'Écosse a toujours été connectées depuis très longue date. Donc il y avait des Vikings norvégiens en Écosse, chez les princes. D'ailleurs, les MacLeod, par exemple, hein, vous connaissez le feuilleton, les MacLeod sont des Norvégiens, sont des Vikings norvégiens. Enfin, des Norseman. Viking, ça veut dire pirate en réalité, et pirate, il y avait aussi des pirates qui attaquaient la Norvège. C'est 2 choses très... On a mélangé tout, mais voilà. Alors, donc, ces Norsemen, ces Nordiques, écosso-norvégiens, connaissaient la route pour aller en Amérique. Ils la connaissaient. Et les Templiers ont sans doute commencé à naviguer en Amérique pour cacher leurs trésors. Vous savez qu'ils sont partis avec ce fameux trésor, le fameux trésor des Templiers qu'on n'a jamais retrouvé.
Et ils auraient très bien pu aller jusqu'en Nouvelle-Écosse, puisque en Nouvelle-Écosse, il y a une île qui s'appelle Oak Island. Là, vous pouvez regarder sur Internet, vous trouverez plein de trucs sur la chaîne Histoire, etc. C'est une île qu'on creuse dans tous les sens pour essayer de trouver le trésor des Templiers. Mais toujours est-il que Oak Island, c'est une île qui est située en Nouvelle-Écosse. Et en Nouvelle-Écosse, il y a une tribu indienne qui s'appelle les Micmacs. Et les Micmacs ont été depuis très longtemps en contact avec des Occidentaux, des hommes blancs, puisqu'ils en parlent dans leur propre légende, et peut-être même avant les Templiers, les Vikings, et ensuite les Templiers qui auraient donc sur Oak Island construit une planque, quoi, mais souterraine, où ils auraient mis leurs trésors, et là il y a des gens qui creusent, l'île a été plus ou moins rachetée, etc. Donc, et ils trouvent des éléments, hein, ils trouvent des choses, mais c'est très compliqué parce qu'il y a des inondations, etc. Mais on a retrouvé des pièces, des choses, des choses templières. Hein. Donc voilà, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait ces Templiers, grâce aux Norvégiens qui allaient en Nouvelle-Écosse ou en Amérique du Nord depuis très longtemps, avaient les routes. Et il y a un cartographe qui a créé cette Zénomap, cette carte, qui permet de naviguer de l'Europe du Nord jusqu'en Amérique du Nord. Ce monsieur est originaire de Venise, c'est un grand cartographe, et qui a fait cette carte, cette Zénomap, et qui a été gardée par les Templiers, on va dire, pour faire simple. Et là, je termine avec Christophe Colomb. Christophe Colomb, son beau-père, portugais, était un Templier. L'ordre des Templiers au Portugal n'a jamais cessé d'exister, et il lui a peut-être remis cette carte, cette Zénomap, et en fait, Christophe Colomb savait parfaitement où il allait. Il n'est pas parti comme un malade mental en se disant tiens on va tout droit et puis on suppose qu'un jour ou l'autre on arrivera en Inde. Non, non. Il savait sans doute où il allait, il ne l'a pas dit à son équipage, ça c'est certain, mais voilà, il avait connaissance, grâce à ses connexions templières, il avait connaissance de cette carte et il l'a sans doute étudiée avant de partir pour rejoindre l'Amérique du Nord. Voilà un petit peu. Bon, je termine un petit peu là-dessus. D'un point de vue, bon, c'est un peu historique et philosophique, mais si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que la connaissance qu'avaient nos anciens Européens, les anciens Européens, notamment les Germains, les Norsemen, les hommes du Nord, représentés ici par ces deux runes de protection, de connaissance, avec cet aigle impérial qui maîtrise la connaissance avec les serpents, c'est qu'en fait, il y a dans la vie des systèmes d'initiation. On ne peut pas expliquer à quelqu'un qui n'est pas prêt, on ne peut pas lui révéler trop de connaissances s'il n'est pas prêt à les recevoir parce qu'il ne veut pas y croire. Vous savez, aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent que la Terre est plate, qu'on n'a jamais été sur la Lune. Voilà, il y a un peu de tout sur le monde. Hein. Donc, il faut y aller étape par étape. Les gens ont une certaine facilité à se laisser aller dans entre guillemets, la conspiration, les idées, etc., etc. Certains vont dire que tout cela, tout ce que je vous ai montré sur ce magnifique fronton est tout à fait satanique, etc., la déesse mère, etc. Non, c'est pas du tout satanique, c'est la connaissance. C'est tout simplement, ce qui est satanique, c'est l'aspect mauvais des hommes. D'accord ? L'homme, il est ni bon ni mauvais, l'homme, il est juste faible. Et il peut céder à la tentation, et s'il a du pouvoir, il peut en abuser. C'est ce qui s'est passé avec Epstein ou autres, ce genre de gens qui abusent de leur position dominante et qui rentrent dans la violence. Mais la violence, normalement, elle doit se maîtriser par la connaissance, ça doit se contrebalancer. Bon, c'est facile à dire, moins facile à faire. Bon, voilà un petit peu sur l'aspect un petit peu histoire philosophique de ce fronton. Hein, on voit que la grande domination ici indo-européenne, hein, perso-irano-babylonienne, germano-runique, est très présente. Et de l'autre côté, je vous le remets parce que c'est aussi très beau, c'est bien sûr la Grèce, la grande Grèce, Rome, et l'Amérique du Sud, qui est, là j'avoue que je connais beaucoup moins, donc je peux moins vous en parler, mais c'est tout à fait intéressant. Alors maintenant, l'aspect un petit peu, pour terminer là-dessus, l'aspect un petit peu politique.
parce qu'on n'a pas parlé des pirates. Alors, l'homme nordique, le Norseman, bon ça je le vous dis à chaque fois, c'est un paysan libre et armé, c'est très important de le comprendre, c'est un peu lui qui a remis au goût du jour avec les Vikings cette culture de l'homme individuel, individu appartenant à un clan ou à un état, mais qui est armé et libre, autonome. Il sait se débrouiller seul. De temps en temps, il va aller combattre avec son jarl, son chef de district. Enfin, c'est même pas son chef, parce que le chef est élu. C'est le plus riche du coin, quoi. Le propriétaire un peu foncier du coin, mais le paysan scandinave, nordique, a ses terres. Il possède ses terres. Hein, que ce soit de l'Écosse à la Germanie, il possède ses terres. De l'Islande, etc. Il y a un système de caste, il y a des esclaves, bien sûr, mais l'homme est libre, c'est l'assemblée du Tin, c'est très démocratique. La femme a les clés, elle a un pouvoir financier énorme, elle contrôle l'argent, parce que l'homme part souvent à la guerre ou en raid, donc c'est elle qui gère. Alors, il y a un petit lien à faire avec toujours ce symbole très fort de la tête de mort. Ce symbole a été repris par les pirates. Comme vous le savez, dans tous les grands films de pirates, vous avez ce qu'on appelle le Jolly Roger. D'ailleurs, ça vient du français, hein. C'est le Jolly Rouge, c'est le drapeau rouge, qui était l'emblème, je le redis, de la flotte templière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça? Tout simplement, c'est que les Templiers ont peut-être, effectivement, caché leurs trésors au Nouveau Monde. Oak Island, Nouvelle-Écosse, et ainsi de suite. C'est une piste. Et ils auraient, Christophe Colomb aurait eu accès à cette carte par ses relations, mais il ne voulait pas forcément que les Européens aillent au Nouveau Monde, parce qu'ils voulaient garder cette terre peut-être pour eux. D'accord ? Ça, c'est une supposition tout à fait possible, mais qui n'est pas historiquement fondée à ce jour, bien sûr. C'est une piste. Et vous savez que la première attaque de piraterie a eu lieu, je crois, au 3e ou 2e voyage de Christophe Colomb. Ils ont été attaqués. Ils auraient été attaqués, donc, oui, 2e voyage, 3e voyage, par des pirates. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on les a menacés, on a essayé de les intimider pour que ces voyages s'arrêtent. C'est le premier acte de piraterie connu en mer Caraïbe, Atlantique. Il y avait des actes de piraterie, bien sûr, dans l'océan Indien, Pacifique, etc. C'est le premier acte de piraterie, avec ce Jolly Roger, ce drapeau rouge avec cette tête de mort et les tibias croisés, est tout à fait intéressante. Et lorsqu'on fait le rapprochement maintenant politique des pirates, les pirates, c'était des sociétés qui voulait s'émanciper d'un système féodal qui était quand même toujours d'actualité à cette époque-là. La piraterie, hein, c'est quand même 16e siècle, on va dire. Les sociétés européennes, l'homme libre et armé n'existait plus depuis longtemps. Hein. Donc ça, c'est des hommes qui ont voulu retrouver cet esprit de liberté et qui ont créé des fraternités où le capitaine est élu, les rapines sont partagées, les trésors sont partagés équitablement, il y a un système de caisse sociale, on a tant de pièces d'or pour un œil perdu, pour un bras, ceux qui ne peuvent plus combattre restent à terre, ça devient les boucaniers, hein, qui font de la barbe au cul, qui font la nourriture, les barbecues, hein, c'est de la barbe au cul, hein, c'est français tout ça, et c'est les boucaniers qui faisaient la viande, ainsi de suite, qui faisaient l'hôtellerie, si vous voulez, pour les pirates qui allaient combattre et revenaient. Et c'était un système démocratique avant l'heure, ou tout du moins un renouveau démocratique de l'homme libre. Ce viking qui connaissait ces routes, qui naviguait depuis longtemps jusqu'en Amérique du Nord, voire peut-être même du Sud, bon ça c'est moins certain, mais en tout cas jusqu'en Amérique centrale,
Et ces pirates ne sont pas arrivés là par hasard. C'est peut-être des restes de Templiers, de Vikings mélangés. Les premiers, hein, j'entends. Après, bien sûr, ça a été les Français, les Anglais, les Espagnols qui se sont agrégés. Mais voilà, donc c'est intéressant. Et ces sociétés-là étaient vraiment démocratiques. Sociétés démocratiques qui cherchaient une société qui était libre d'hommes armés et libres, comme je vous le dis souvent. Donc voilà, c'est quand même très intéressant. Et qu'on retrouve tous ces symboles, dont cette société secrète du Skulls and Bones, qui, dans cette université renommée, parle peut-être de cela dans leur système, dans leur rite initiatique. Hein, là, du coup, je ne sais pas. Mais bon, voilà, ça reste un peu symbolique, mais c'est quand même étrange que les pirates aient pris ce symbole. Alors après, c'est comme le swastika, c'est des symboles qui sont... Parce que le swastika, par exemple, existe en Amérique du Nord, chez les Amérindiens, les Navajo ou d'autres tribus. Est-ce les Phéniciens, les Carthaginois qui ont importé ce symbole en Amérique, ou est-ce qu'ils l'ont tout simplement découvert par eux-mêmes? C'est possible, mais c'est quand même étrange, parce que c'est quand même un symbole qui est lié à une culture indo-européenne. Mais bon, c'est possible également, tout est possible. On regarde tous le soleil, on a tous peur de mourir, hein, donc il y a des liens communs à tous les hommes. Mais voilà, les Phéniciens, les Carthaginois sont peut-être arrivés en Amérique du Nord, les Vikings bien sûr, les Templiers certainement, et les premiers pirates étaient sans doute leurs héritiers. Hein. Voilà. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que ce fronton est tout simplement magnifique. Hein, on va un petit peu le remontrer. C'est l'idée de partager cette culture avec ici l'homme médiéval, l'homme occidental qui est l'héritier de la connaissance et bien sûr du savoir, hein, de cette magnifique bibliothèque. Et bibliothèque est un centre de savoir où on partage la connaissance à travers des livres érudits, savants, qui permettent de transmettre cette connaissance aux nouvelles générations. Bien sûr, aujourd'hui, il y a Internet, mais je vous conseille quand même la lecture des livres. On peut trouver beaucoup de livres aujourd'hui sur le web, historiques, anciens, qui retracent de toutes ces histoires assez fantastiques et très intéressantes. Alors voilà un petit peu ce que je voulais partager sur l'université de Yale et sur cette magnifique bibliothèque, librairie. Alors, issu de la société secrète de Yale, il y a eu quelques présidents des États-Unis, hein, il y a eu William Howard Taft, d'ailleurs un des fondateurs de la société secrète, il y a eu W. Bush, père et fils, pas président de la République, mais des hommes politiques importants, John Kerry, Buckley, des hommes d'affaires, voilà, donc Yale c'est une grande université, et c'est pas parce que vous êtes de Yale que vous êtes mauvais, diabolique, etc. Non, pas du tout. Il y a des hommes bons et mauvais partout, chez les riches comme chez les pauvres. C'est juste que il faut essayer d'accéder à la connaissance, parce que c'est la connaissance, comme je le dis souvent, est un outil, une arme intellectuelle pour vous défendre. Vous avez besoin d'armes intellectuelles, d'armes physiques, d'être libre et armé le plus autonome possible, bien sûr, si vous le pouvez. C'est très important, et ça le deviendra de plus en plus, mais voilà. Et puis ça, surtout, créer vos espaces de paix, c'est-à-dire créer des connexions, hein, créer des sociétés secrètes, s'il le faut. Il n'y a rien de mal à ça, c'est pour vous protéger. Une fois de plus, on ne peut pas, dans un monde progressiste qui veut nous détruire l'homme ancien pour créer cet homme nouveau déconstruit, protégeons-nous, hein, créons nos sociétés secrètes, créons nos réseaux d'entraide, soyons lucides, ça va être de plus en plus compliqué. Donc voilà mes amis, je vous dis à très bientôt, à bon entendeur, salut.